conférence. Merci aux collègues de physique qui nous ont rejoints, s'il y en a. Je vois l'idée donc de cet exposé, c'est effectivement de prendre au pied de la lettre le thème de l'après-midi, histoire de modèle, et de l'illustrer avec la modélisation du système solaire. Et puis, ça part aussi d'un sujet qu'avait proposé Jacques Cresson de l'EPPA, dont on va parler à la fin. Donc voilà. Alors, pour commencer cette modélisation, on va se mettre à la place des premiers astronomes et de constater toutes les difficultés qu'il y a à observer le ciel et à essayer de décrire ce qu'on y voit. Alors pourquoi c'est compliqué? D'abord parce qu'on est trop près, on ne peut pas voir la Terre dans son entier. On est trop loin des planètes et du Soleil. Le Soleil est trop brillant pour être observé directement, c'est dangereux. Ou les objets ne sont pas assez éclairés par la lumière du Soleil. C'est trop penché, je pense à l'axe de rotation de la Terre. Et puis rien n'est fixe dans le ciel, tout bouge tout le temps. Je pense là aux jeunes astronomes qui font leurs premières observations avec une lunette, qui la braquent sur la Lune, qui font une pause, qui reviennent quelques minutes après, une heure après, et qui re-regardent dans la lunette, et en fait la Lune est partie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Deux objets visibles de jour, le Soleil et la Lune, et puis environ 6000 à 7000 étoiles dans les positions que je crois qui sont fixes, et certaines plus brillantes que d'autres, et donc les premiers astronomes, les premiers êtres humains ont cru reconnaître des formes parmi ces étoiles qu'ils ont regroupées de façon fortuite, et donc pour former les constellations. On parle de Paris-Doli, donc là vous avez la Voie lactée. Et on peut, comme ça, un soir donné, faire une carte du ciel avec la voûte céleste. Et donc là, on voit peut-être pas très bien sur la diapo, mais donc il y a toutes les constellations qui sont dessinées ici. Et puis, vous voyez, sur cette carte, vous avez l'est à gauche et l'ouest à droite, bien sûr, parce que une voûte céleste comme ça, pour la lire correctement, il faut se tenir, le mieux c'est de se tenir allongé, de la tenir sur soi, au-dessus, et la tête au nord et puis au sud, et vous remettez bien l'est et l'ouest comme il faut. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate aussi? On constate le mouvement apparent du Soleil, la course du Soleil dans le ciel, avec son point le plus haut. Course du Soleil, donc, ici sur la photo de la gauche vers la droite, le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On constate aussi l'ombre du Soleil, avec un gnomon ici qui est planté, et donc on va voir les ombres se dessiner tout au long de la journée. Et donc, les premiers, à l'Antiquité, chez les Babyloniens en particulier, on a pu comme ça déterminer l'heure solaire, dans ce qu'on appelle le temps solaire vrai d'un lieu, à l'aide d'un cadran solaire. Et vous constatez, alors je ne sais pas si ça se voit très bien, mais ici au centre de ce cadran, il y a un joli analène. Qui peut faire poser la question de savoir si le Soleil est toujours bien à l'heure de nous montre à nous. Est-ce que d'un jour à l'autre, le Soleil va toujours se retrouver à la même position au zénith? Donc ça, c'est partie des mystères qu'il a fallu résoudre. Qu'est-ce qu'on constate d'autre là? 24 heures en moyenne, 24 heures de montre. Alors, ces étoiles fixes qui se déplacent en bloc, d'un jour à l'autre, elles vont revenir avec 4 minutes de décalage à la même position. Alors, ça, on l'explique avec le fait que la Terre va tourner autour du Soleil, et donc on va voir différentes constellations au zénith, à minuit, tout au cours de l'année, un ciel qui va changer au fur et à mesure. Et ça, les premiers astronomes l'avaient bien remarqué. Qu'est-ce qu'on constate aussi? Les phases de la Lune.
Ici, vous avez donc le déplacement apparent de la Lune durant une éclipse. Alors, une question ici serait de savoir aussi dans quel sens est-ce qu'il faut lire la photo. L'indice, c'est que c'est une éclipse solaire et que durant les éclipses, c'est toujours le bord gauche ici de la Lune qui passe dans l'ombre en premier. Voilà, donc, la bonne façon de lire cette photo, c'est de la gauche vers la droite ici. Et donc le déplacement de la Lune qui, lui, en apparence, se fait comme tous les autres objets, d'est en ouest. Ils ont pu aussi constater, ces premiers astronomes, des phénomènes un peu extraordinaires, comme des éclipses totales de soleil. Alors, on dit éclipse totale de soleil, mais en fait, il faudrait parler d'occultation. Un phénomène d'occultation, c'est quand un objet en cache un autre. Alors qu'une éclipse, c'est quand un objet passe dans l'ombre d'un autre objet. Donc en fait, une éclipse, ce qu'on appelle une éclipse solaire, on devrait appeler ça éclipse de Terre, parce que la Terre passe dans l'ombre de la Lune. Voilà. Bon. C'est rentré dans le langage courant de parler d'éclipse de Soleil. Alors, des fois, l'éclipse est totale, et puis des fois, elle n'est pas complètement totale, on parle de l'éclipse annulaire. À ce propos, si vous vous posez la question de savoir dans le ciel quel est le diamètre apparent du Soleil, c'est pas évident de le savoir, parce que le Soleil nous éblouit. On l'aperçoit des fois au travers des nuages, mais on ne peut pas le regarder bien longtemps. Et ben, le diamètre apparent du Soleil, c'est exactement celui de la Lune. Et ça, c'est une chance que certains astronomes grecs ont utilisé pour faire des calculs. Bon, on peut faire plein d'autres observations, des objets nébuleux comme la galaxie d'Andromède, qui est donc visible à l'œil nu, des comètes, des étoiles filantes, des aurores boréales, etc. Le phénomène des marées. Et puis 5 astres errants qui vont se déplacer par rapport aux étoiles fixes, que sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et donc la suite de l'exposé, ça va être d'essayer de décrire le mouvement de ces 5 astres errants que sont les planètes. Une des premières questions, c'est celle de la mesure du temps. Historiquement, les Babyloniens ont décomposé d'abord la nuit en 12 heures, puis la même chose pour la journée. Après avoir décomposé la nuit, on a décomposé la journée de façon symétrique en 12 heures. Et puis ensuite, ils ont découpé le temps des heures en 60 minutes, puis en 60 secondes. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On définit d'abord la seconde et on en déduit ensuite le système de mesure du temps. Les Babyloniens, donc, ce sont les premiers à avoir beaucoup observé le ciel et regrouper leurs observations dans des tables. Une question générale, donc qu'est-ce qui est fixe quand on observe à l'échelle humaine? Qu'est-ce qui est fixe? C'est d'abord l'axe de rotation de la Terre, qui va donc être en premier axe fixe, et puis il y a une deuxième chose qui est fixe, c'est le plan équatorial de la Terre. Durant tout le mouvement de la Terre, ces deux objets ne vont pas bouger. L'axe de rotation de la Terre va rester stable, et le plan équatorial. Ça, c'est à échelle humaine, bien entendu. À partir de là, on va pouvoir commencer à définir un repère, ce qu'on appelle un repère équatorial, puisqu'on peut prendre le plan équatorial comme référence. Et on va pouvoir orienter aussi ce repère en définissant le point vernal, donc c'est le point de la Terre à l'équinoxe de printemps, et en pointant vers le Soleil, donc ça va nous permettre d'orienter ce repère. Et on va avoir deux coordonnées qui sont l'ascension droite, ici en jaune, et la déclinaison en bleu. Et il nous restera une coordonnée à compléter, qui serait la distance des astres à la Terre, pour avoir bien nos trois coordonnées. Bon, mais avec ces deux coordonnées, déjà on peut placer donc nos étoiles sur une carte, et par exemple sur un globe céleste. Donc la grande question finalement de cet exposé, c'est pour décrire le mouvement des planètes. C'est une grande question qu'on a quand on commence à modéliser en physique pour les problèmes de cinématique, c'est définir un référentiel. Là, on a un repère,
Mais maintenant, il s'agit de définir le référentiel, en particulier l'origine de ce référentiel. Est-ce que on va placer notre origine du référentiel sur la Terre ou sur le Soleil? Il y a d'autres questions qui se posent, bien sûr. On a évoqué le problème des distances pour avoir notre troisième coordonnée. Et est-ce que la Terre, est-ce la Terre qui tourne sur elle-même ou le décor? Une des premières questions aussi que se sont posées nos astronomes. Et donc, on l'a dit, choisir l'origine du référentiel. Ça, c'est une question générale. Alors, parmi les calculs de distance, là, comme on est sur le thème de la modélisation, je voulais mettre quelques petits exemples de calculs de distance avec des petits modèles simples et historiques. Un calcul de distance Terre-Soleil par un Anaxagore, et dans la modélisation, on va voir que les hypothèses sont importantes, et Anaxagore, il prend comme première hypothèse que la Terre est plate. Et donc il mesure la distance entre Sienne et Alexandrie, il trouve 5000 stades, et on lui dit qu'à Sienne, à midi solaire, le jour du solstice d'été, le soleil éclaire le fond des puits. Et à Alexandrie, au même moment, le soleil est à 1/50 de tour plein de la verticale. Donc finalement, le modèle est le suivant, on peut le représenter avec la Terre plate. Voilà. Et après quelques calculs difficiles, parce qu'en fait, Anaxagore n'avait pas des outils trigonométriques qu'on a aujourd'hui, il arrive à un calcul, une estimation de 6500 km pour la distance entre Alexandrie et le Soleil. Et à l'aide du diamètre apparent du Soleil, avec son calcul précédent, il trouve un diamètre du Soleil de 57 km. Alors, l'idée d'utiliser comme ça les angles pour une mesure d'angle pour calculer une distance, c'est déjà une idée géniale. Le fait de se placer à deux endroits différents, d'observer les angles, pour calculer une distance qui est inaccessible, l'idée en soi est géniale. Mais le problème ici vient de l'hypothèse de modélisation qui était que la Terre était plate. Il est quand même surpris, je crois, par son résultat. Hein. Historiquement, il ne la pensait pas aussi loin. La même idée a été reprise par Eratosthène, mais cette fois-ci en changeant d'hypothèse de départ, c'est-à-dire que la Terre est sphérique. Donc ici, on suppose la Terre sphérique, et qu'on suppose aussi, c'est important, que Sienne et Alexandrie. Est-ce qu'on entend? Ouais, on suppose aussi que Sienne et Alexandrie sont sur le même méridien. Et une autre hypothèse, c'est qu'on suppose le Soleil très lointain. Si bien que les rayons qui arrivent sur la Terre sont parallèles. Et donc, cette fois-ci, en utilisant des angles, les propriétés des angles correspondants ou alternateurs, comme on veut, on en déduit que l'angle au centre ici de la Terre, pour ce secteur angulaire, entre Sienne et Alexandrie, c'est 1/50 du tour. Et donc, une simple multiplication, on multiplie la longueur de cet arc par 50 et on trouve la circonférence terrestre. Et on en déduit la moitié de cette circonférence, c'est-à-dire le méridien. Et Eratosthène, alors si on suit les hypothèses avec un stade à 165 mètres, le stade qui était l'unité de longueur utilisée par Eratosthène, on arrive à quelque chose comme 20 625 km, c'est pas très loin de la longueur réelle qui est d'environ 20 003,9 km. Bon. Cet exemple pose deux sous-questions, ou en tout cas soulève deux remarques importantes. C'est déjà que Sienne et Alexandrie ne sont pas tout à fait sur le même méridien. Il y a 12 minutes de décalage horaire. Okay, donc en fait, l'hypothèse de départ qu'a utilisée Eratosthène n'était pas exactement bonne. Et donc, pour généraliser cette méthode de parallaxe, il va falloir savoir exactement où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est exactement sur le même méridien ou pas? Et puis, il va falloir aussi pouvoir coordonner exactement nos mesures d'angle. Parce qu'avec la rotation de la Terre, il faut pouvoir faire les mesures au même moment.
Donc, pour mesurer les distances, en fait, il faut savoir mesurer le temps. Pour pouvoir se situer, on peut d'abord se servir de l'étoile polaire pour déterminer sa latitude. Okay. Là, il n'y a pas trop de problème. On regarde à quelle hauteur est l'étoile polaire dans le ciel. On a un angle ça nous permet d'en déduire notre latitude. Par contre, pour la longitude, là, c'est avec le décalage horaire qu'il y a avec un méridien de référence. Et donc, la détermination exacte de la longitude n'a pu être possible qu'à partir du moment où on avait des horloges capables de conserver l'horaire d'un méridien de référence pendant longtemps. Et donc, il a fallu attendre le développement des horloges mécaniques sans pendule, capables de donner leur méridien de référence sans décalage en période, pendant longtemps pour avoir des cartes correctes, pour pouvoir se positionner correctement et faire donc ces calculs de parallaxe. Alors là, dans toutes les références que je pourrais éventuellement donner, je conseille la lecture du livre de Magellan par Stefan Zweig, où en fait on se rend compte que l'objectif de Magellan c'était de savoir où était positionnée exactement l'île des mollusques par rapport à l'antiméridien qui avait été défini par le traité de Tordesillas. Voilà. Et donc les marins à l'époque, pour connaître leur longitude, ils avaient des sabliers marins, et il y avait des gens qui posaient à retourner le sablier toutes les heures pour connaître une position approximative de leur longitude. Parmi les autres mesures de distance qu'on peut trouver, alors je ne vais pas les détailler maintenant, hein, mais vous avez des références là, il y a plein de calculs à chaque fois hyper astucieux de calcul de distance soit par parallaxe, soit avec la méthode des ellipses, des éclipses. Voilà une première méthode avec la méthode des éclipses, ici en haut. La distance Terre-Mars avec quand Mars est à l'opposition, donc une parallaxe horizontale et la troisième loi de Kepler. La distance Terre-Soleil grâce au transit de Vénus. Et puis, une dernière parallaxe dont je vais parler après, qui est la parallaxe annuelle. Juste sur la distance Terre-Soleil grâce au transit de Vénus. Donc, c'est quand la Terre, Vénus et le Soleil il y a une conjonction, donc il y a un alignement. Ce calcul permet donc de déterminer la distance entre la Terre et le Soleil, et il faut pour cela que des personnes mesurent l'ombre, le déplacement de l'ombre, plutôt pas de l'ombre, mais de Vénus quand elle va passer devant le Soleil, mais il faut le faire à deux endroits très éloignés de la Terre. Et donc, en 1758, il y a plein d'expéditions qui ont été montées pour pouvoir observer ce transit à différents endroits. Et je vous conseille l'histoire de Guillaume le Gentil, à qui on a demandé d'aller observer le transit de Vénus à Pondichéry. J'en dis pas plus, je vous laisse aller voir son histoire, c'est assez extraordinaire. Et ça montre à quel point obtenir ces calculs et obtenir ces distances a été un défi pour les astronomes au cours de l'histoire. Alors une dernière parallaxe, c'est la parallaxe annuelle, c'est observer les étoiles à 6 mois d'intervalle et de mesurer les angles. Alors ce qu'on appelle la parallaxe annuelle, donc c'est l'angle ici sous lequel on voit le rayon de l'orbite terrestre. Et une idée simple, c'est que plus l'étoile considérée est lointaine, plus la parallaxe annuelle est petite. Et en fait, jusqu'au 19e siècle, on n'a jamais repéré de parallaxe annuelle d'étoiles. Donc on pensait vraiment qu'il n'y avait pas de parallaxe. Et comme on estimait que les étoiles fixes étaient à une distance assez proche, c'était en fait un argument pour dire que la Terre était immobile. Parce que si la Terre avait bougé avec des étoiles proches, on aurait constaté une parallaxe annuelle.
Bon, ça a été un argument qui a été utilisé pendant longtemps pour dire que la Terre était immobile. Alors, le premier modèle qui est posé, on va partir de là, c'est le modèle d'Aristote. Aristote qui a une cosmogonie et une cosmologie totale. Il écrit le traité de la sphère, du ciel et du monde. Il y a plein d'idées, en fait, il explique tout. Il explique tout, il décrit tout, Aristote. Bon, on va pouvoir voir chacun des arguments, chacune des idées, mais il y a quand même une idée de départ qui est intéressante, c'est qu'il dit que l'univers a des causes, il évoque un Dieu créateur, avec une organisation rationnelle qu'il est bon d'étudier. Donc ça, c'est un bon point de départ quand même. Il y a une logique derrière tout ça. Il considère que la Terre est sphérique et immobile. Alors la Terre est sphérique, ça ils avaient des arguments avec l'ombre de la Terre sur la Lune au moment des éclipses, avec les navires aussi qui disparaissaient à l'horizon progressivement. Ça c'était des arguments qui leur permettaient de penser que la Terre était ronde. Terre sphérique immobile au centre de l'univers, ciel immuable, et monde sublunaire changeant et corruptible. Et deux autres points importants, c'est que tous les mouvements observés dans le ciel sont parfaits, c'est-à-dire circulaires, uniformes. Contrainte forte. De plus, les planètes tournent avec leur sphère de cristal, donc on imagine des sphères concentriques et éthérées autour de la Terre à une distance immuable et une vitesse inversement proportionnelle à la distance. Okay. Donc attention, hein, là c'est pas la planète qui se déplace sur la sphère, c'est la sphère qui tourne. Et la planète qui est posée dessus qui tourne avec la sphère. Alors pourquoi c'est pas la sphère qui se déplace, pourquoi c'est pas la planète qui se déplace sur la sphère? Aristote le justifie, il dit que si la planète se déplaçait sur la sphère en question, on l'entendrait se déplacer. Ouais. Mais on n'entend pas les sphères se déplacer elles-mêmes, parce que c'est un bruit qu'on entend depuis la naissance et donc qu'on n'est plus capable de reconnaître aujourd'hui. Voilà le type de justification que donnait Aristote pour ces sphères qui tournent autour du Soleil. Un autre point important, la chute des corps, plus le corps est massif, plus la chute est rapide. Et enfin, il défend toutes ces idées par le sens commun et l'observation. Exemple, si on lâche une pierre depuis un arbre, la pierre tombe au pied de l'arbre, c'est donc qu'entre-temps la terre n'a pas bougé, elle est immobile. Voilà le type de justification. Et il fait ça pour tout Aristote, et il a donc ce modèle avec la Terre au centre immobile. Et ici, vous constatez, vous pouvez voir une traduction par Nicolas d'Oresme du traité de la sphère et du ciel, là c'est en 1400. Et ici, sur cette image, une représentation du monde en modèle réduit. Donc finalement, modéliser, c'est aussi faire des maquettes. Et vous pouvez, je vous pose la question, hein, pour vous, quelles sont les formes de modèles qu'on peut avoir quand on modélise? Donc là, il y a texte, animation, formule mathématique, logiciel de simulation, schéma, construction mentale, maquette, être vivant utilisé pour l'expérimentation. Ceci, c'est un sondage qui a été fait et qu'on peut trouver dans les documents d'accompagnement de physique-chimie. Sondage qui a été fait auprès d'un échantillon assez représentatif de professeurs de maths, de sciences physiques, de SVT et de techno. Donc, les modèles peuvent prendre des formes auxquelles on ne pense pas forcément dans nos pratiques quotidiennes. On peut quand même constater qu'entre maths et physique, c'est globalement assez proche. Voilà. Donc, il y a la forme des modèles, et puis il y a aussi la fonction des modèles. À quoi sert un modèle? Là, on a posé la question là aussi à des professeurs de différentes disciplines. Et est-ce que ça sert à représenter, expliquer, interpréter, simuler des expériences, copier le réel, prévoir, observer, simplifier, comprendre, décrire, servir de référence,
articuler théorie et réel, permettre des analogies, etc. Bon. J'avance un petit peu. Les astronomes grecs avaient constaté deux problèmes majeurs. Un premier problème qui est que le Soleil ne se déplace pas à vitesse uniforme dans les différents signes du zodiaque, avec des saisons inégales. Et un deuxième problème qui était les rétrogradations de Mars. Donc quand on regarde la position de Mars par rapport aux étoiles fixes, on constate à plusieurs mois d'intervalle que ça va décrire soit un Z, soit un Z ici, pardon, et un S ici. Alors il faut toujours lire ici de droite à gauche, et ici, donc d'ouest en est, ici. Donc, problème de la durée des saisons et problème de rétrogradation. Pour répondre à cette question, on a une première tentative de Hipparque, qui est considéré comme le plus grand astronome de l'Antiquité. Alors, c'est le premier à utiliser des angles pour déterminer la position des astres, et c'est lui aussi le premier à avoir fait un catalogue d'étoiles dans le monde occidental. Et donc, pour corriger le premier modèle, il propose de décentrer l'orbite du Soleil. La Terre est toujours immobile au centre, et il décentre l'orbite du Soleil. Ça permet donc de corriger les questions de durée des saisons. Vous voyez ici entre l'automne et l'été, ici entre l'été et été, solstice d'hiver, solstice d'été, et pendant automne-été, automne-hiver, hiver-printemps, voilà. On corrige les durées et on essaie d'adapter aux observations faites sur les saisons. Et puis pour les planètes, pour expliquer le mouvement rétrograde des planètes, il propose des épicycles. Alors, les épicycles, ici, on a un cercle déférent qui est centré sur la Terre, et puis on va avoir la planète qui va tourner elle-même sur un autre cercle dont le centre est sur le déférent. Et on constate bien qu'on a un mouvement apparent qui est rétrograde. Le problème quand on fait ça, ou quand eux l'ont fait, c'est que les mouvements rétrogrades apparaissent de façon, toujours à des mêmes écarts de temps, de façon périodique à la même fréquence. Et c'était pas ce qui était observé pour Mars, par exemple. Alors ça implique un choix judicieux des rayons des cercles et des vitesses, bien sûr. Et pour corriger le fait que ces rétrogradations n'apparaissaient pas toujours à des périodes avec un même écart, Ptolémée, lui propose de décentrer le déférent sur ce qu'on appelle par rapport à la Terre, donc, et il va cette fois-ci je ne sais pas s'il y a encore de bien. Donc le centre de l'épicycle ici va se déplacer sur un cercle, mais cette fois-ci, c'est la vitesse angulaire du déplacement au centre de l'épicycle qui va être uniforme. Et donc, le mouvement de la planète ne va pas être uniforme autour du cercle déférent. Hein, le centre du cercle déférent, il est ici. Le point équant, il est là. Et donc, c'est l'angle ici qui va varier à vitesse uniforme. Et donc, le centre de l'épicycle, qui lui, ne va pas être à vitesse uniforme. Ce modèle permet d'observer des épicycles qui ne sont pas à la même fréquence, mais par contre le modèle est en contradiction avec la théorie. Donc ça ne va pas. C'est pas un mouvement circulaire uniforme, ça ne va pas pour ce modèle-là. Alors il va y avoir des débats pendant des siècles et des siècles pour savoir si oui ou non il fallait un point équant dans les modèles. Et il y a des astronomes qui cherchent à se débarrasser de l'équant en multipliant les épicycles. Donc là, on a une surenchère d'épicycles, jusqu'à 3 épicycles, donc avec des mouvements circulaires uniformes. Et donc ici, c'est un modèle proposé par un astronome arabe, Ibn al-Shatir, et ici on voit 3 épicycles. Et donc c'est une surenchère. Mais finalement,
ça ne convient jamais exactement, on n'arrive jamais à décrire exactement la réalité avec ces épicycles. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours que les seuls mouvements qu'on autorise sont des mouvements circulaires uniformes. Finalement, épicycles et excentriques restent des astuces pour tenter d'adapter le modèle à la réalité sans trop toucher à la théorie. En fait, on ne peut pas y arriver comme ça. Alors c'est très joli, mais ça devient vite très compliqué, et puis surtout ça ne colle pas à la réalité. Arrive Copernic, qui lui va proposer de changer l'origine du référentiel. C'est un bon astronome, mais en fait il fait ses observations depuis une région de la Pologne. Il ne fait pas très beau, en fait il n'a pas beaucoup de nouvelles données astronomiques, il s'appuie beaucoup sur l'Almageste, qui était le livre de Ptolémée et qui lui regroupait toutes les observations faites pendant l'Antiquité. Il n'a pas de nouvelles données, Copernic. Lui, il trouve que le modèle des épicycles avec la Terre au centre est trop compliqué. Et donc il propose un modèle qui lui semble plus simple, c'est de mettre le Soleil au centre. Alors, mettre le Soleil au centre, ça permet de répondre à la question des rétrogradations de Mars, par exemple. Puisqu'ici, le mouvement apparent, par effet de projection, le mouvement apparent est bien rétrograde. Alors on se dit, c'est bon, le problème est réglé, on va s'en sortir. Et puis en fait, déception, non. Il reste attaché au mouvement circulaire uniforme en rejetant les camps, mais il est obligé de compliquer son modèle avec des cercles non centrés sur le Soleil et jusqu'à 3 épicycles pour tenir compte des variations de vitesse et de distance observées par les planètes. Donc, c'est assez décevant. En fait, son modèle ici, il a la Terre avec un cercle déférent pour la Terre autour du Soleil, et puis pareil pour Mars avec un autre centre pour le déférent ici. Donc, le modèle de Copernic, en fait, il colle pas à la réalité, et finalement Copernic mettra 30 ans à publier ses résultats. C'est pas parce qu'il avait peur de sanctions par les autorités religieuses, c'est juste que son modèle ne collait pas à la réalité. En fait. Arrive Tycho Brahe, qui lui est un astronome génial, qui fait construire son propre observatoire et réalise une quantité gigantesque d'observations. Il fait toutes ces observations sont faites à l'œil nu, sans optique, mais elles sont très précises. Il arrive à 2 minutes de degré d'angle comme précision. Et il fait 30 années d'observation qu'il compile. Donc il renouvelle toutes les données, et c'est le premier qui va renouveler toutes les données astronomiques depuis l'Antiquité. Depuis Ptolémée en fait. Mais il n'est pas géomètre au sens mathématicien, et donc lui dans sa théorie il conserve les mouvements uniformes circulaires et d'une Terre qui ne tourne pas sur elle-même, elle est fixe. Voilà. En fait il n'observe pas, malgré la précision de ses observations, il ne peut pas observer de parallaxe annuel. Voilà. Durant une année, les étoiles fixes, elles sont toujours à la même position les unes par rapport aux autres. Donc pour lui, la Terre est toujours immobile au centre. Et en fait, là, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience. Vous allez essayer de vous placer au pôle Nord et de faire un tour sur vous-même. Et vous faites un tour sur vous-même et vous imaginez le trajet des planètes. Alors vous pouvez me dire tous les trajets des planètes quand vous vous placez au pôle Nord de la Terre et puis que vous faites le tour, vous regardez tout autour de vous, vous imaginez les parcours, à quoi ça ressemblerait? Est-ce qu'il y a une forme en particulier, des formes que vous voyez apparaître pour chaque planète? Ici, vous avez une projection stéréographique de ce qu'on verrait, de la carte du ciel qu'on verrait en se plaçant au pôle Nord. Donc vous voyez là le Soleil, vous avez les petites planètes qui tournent, les planètes internes, les corps plus légers. Et lui, il fait une expérience de pensée et il suggère que, donc il imagine plutôt que si on relie une boule de pétanque et une boule de tennis par une ficelle, alors l'ensemble est plus lourd que la boule de pétanque seule, donc tombe plus vite. Mais la balle de tennis qui est plus légère, elle va tendre la ficelle et retenir la boule de pétanque, donc l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque. Contradiction, c'est donc que les deux
tombent à la même vitesse. Voilà. Donc il remet en question l'observation qui était faite jusqu'à présent sur la chute des corps. Pareil sur le mouvement inertiel. Il explique en fait le réel empirique par l'impossible, si je résume cette idée, c'est-à-dire qu'il imagine des situations parfaites où les corps tombent bien à la même vitesse, quelle que soit leur masse, où le mouvement inertiel existe, ce qui n'est jamais observable sur Terre. Et en dernière chose, c'est qu'il indique que le livre de la nature est écrit en langage mathématique, et donc pour ça il va falloir trouver des équations entre un petit nombre de variables qui peuvent être amenées à évoluer. Si elle est mise en défaut par de l'observation, par les mesures expérimentales qu'on fait, et c'est ça que dit Galilée en fait, c'est que faire de la physique, c'est pas juste observer, mais c'est faire des expériences. Si le modèle est mis en défaut par les observations faites lors des expériences, alors on peut avoir une première solution qui est ontologique, c'est-à-dire qu'on va garder la théorie, mais on va adapter notre modèle. Il y a un autre cas de figure, c'est que pour faire évoluer notre modèle, on peut aussi changer de théorie. Et là, à ce moment-là, on parlera de solutions législatives. Alors, jusqu'à présent, tous les modèles qu'on a pu voir depuis Aristote sont des modèles descriptifs. On observe et on espère que ce qu'on modélise va coller à la réalité. Bon. Arrive Kepler, et donc Kepler, lui, n'est pas vraiment astronome, mais il va pouvoir utiliser tous les relevés de Tycho Brahe, et il considère, donc il voit dans les lois qui régissent les mouvements des planètes un message divin adressé à l'homme, et donc il a une théorie sur le polyèdre régulier pour modéliser son univers, construire son univers. Et donc il est géomètre, il devient astronome et astrologue impérial, avec donc cette théorie des polyèdres, par exemple. Et lui, donc il fait de l'astrologie en même temps que de l'astronomie. Il reprend les idées de Copernic et les relevés de Tycho Brahe qui lui avait demandé de calculer l'orbite de Mars. Ça, c'est une chance parce que l'orbite de Mars, elle est assez excentrique. Et que va faire Kepler ? À l'aide de toutes ces données qu'il a obtenues de Tycho Brahe, déjà, il va essayer de reconstituer l'orbite de Mars point par point. Alors l'idée, c'est d'observer l'orbite de Mars quand elle a fait un tour complet, donc à 687 jours d'intervalle. On sait que Mars a fait un tour complet, et par contre la Terre n'est pas à la même position, et donc en calculant l'ensemble, on peut déterminer une première position. Et on peut recommencer et reconstituer comme ça l'orbite. Mais cette méthode, ça consisterait à encore partir de l'observation pour en déduire un modèle. Donc c'est pas une approche raisonnée. Donc la deuxième chose qu'il va tenter de faire, c'est de trouver la forme de ces orbites par le calcul. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe une partie de l'orbite en plusieurs arcs de longueur égale, et il fait comme hypothèse que la vitesse est inversement proportionnelle à sa distance au Soleil. Donc c'est une première erreur, le fait que la vitesse soit inversement proportionnelle à la distance au Soleil, première erreur. Donc il découpe l'orbite en segments en arcs de cercle de même longueur.
Donc il fait ça en supposant que les arcs sont assez petits, si bien que les longueurs ici SA et SP1 sont égales. Et donc que la vitesse V1 est constante sur le premier arc. Hein, la vitesse de la planète, finalement, elle est constante sur le premier arc. Donc, finalement, on peut calculer cette vitesse comme une vitesse moyenne qui va être proportionnelle à l'inverse de la longueur SA. Et donc, si la vitesse elle est proportionnelle à l'inverse de SA, c'est donc que le temps de parcours, il est lui-même proportionnel à SA, à la longueur SA. Il fait pareil sur la deuxième partie, et il trouve que le temps de parcours est proportionnel à la longueur SP1. Avec la même constante de proportionnalité, puisque l'hypothèse de départ, c'est que la vitesse, elle est inversement proportionnelle à la distance. Et c'est la même constante de proportionnalité à chaque fois. Donc si on réitère ce raisonnement sur chacun des petits arcs, on trouve que le temps total de parcours, il est proportionnel à la somme de toutes ces longueurs. Et ce raisonnement, il est d'autant plus vrai que n est grand. Et il fait tendre n vers plus infini. Mais si on fait tendre n vers plus infini, ça consiste à additionner une infinité de longueurs de segments. Cette somme, elle tend vers plus l'infini. Donc il est embêté. Et il trouve une solution astucieuse, c'est de remplacer cette somme de longueur, en fait, ici, par l'aire de cette portion. C'est une deuxième erreur, bien sûr, mais qui compense la première. Et donc il arrive à la conclusion que le temps de parcours sur une portion est proportionnel à l'aire de cette portion. Il trouve ainsi la deuxième loi, enfin ce qu'il a appelé la deuxième loi, qui est la loi des airs. En fait, il la trouve en premier. À partir de là, il fait des dessins, il reconstitue des orbites, et il constate que ça colle avec la réalité. Et donc, la deuxième loi, qui est la loi des airs, donc dit que le rayon vecteur qui joint une planète au Soleil va aller des airs égale en des intervalles de temps égaux. Donc ici, le trajet sera plus rapide, ici plus lent. Les planètes ne tournent pas avec une vitesse uniforme. Et donc la deuxième chose qu'il trouve, qui est en fait la première loi, c'est que les orbites sont des ellipses, et que chaque planète donc décrit dans le sens direct une ellipse dont le Soleil occupe l'un des flux. Okay. Et puis, comme on a dit qu'il cherchait l'harmonie, il pensait que donc, l'univers répondait à des lois qui avaient une harmonie, il énonce un peu plus tard sa troisième loi, en s'intéressant donc, en faisant l'analogie avec les intervalles musicaux qu'il y a dans la gamme pythagoricienne, et donc la troisième loi qui dit que le cube du demi-grand axe d'une orbite d'une planète divisé par le carré de la période de révolution, c'est une constante pour toutes les planètes du système solaire. Donc A au cube sur T au carré égale à la constante. Donc on a les trois lois de Kepler, mais ces trois lois qui décrivent très bien le mouvement des planètes, en fait, n'expliquent rien. Elles n'expliquent pas pourquoi. Or, Galilée dit bien que faire de la physique, finalement, c'est de chercher des raisons profondes. C'est pas juste observer et décrire, mais c'est chercher des raisons profondes. Pourquoi on se prend à ça? Et la réponse viendra, une réponse en tout cas viendra de Newton, qui lui va supposer donc l'existence d'une force, et il va supposer donc que cette force elle est centrale, c'est-à-dire toujours dirigée vers le Soleil, et que l'intensité de cette force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc contrairement à Kepler, lui, il suppose que l'intensité de la force est inversement proportionnelle au carré de la distance. Même Kepler avait travaillé sur la notion de force, mais il n'était pas arrivé à des résultats satisfaisants. Son hypothèse sur la vitesse qui était inversement proportionnelle à la distance, c'était pas bon. Voilà de quoi Newton part, les hypothèses qu'il formule. Et l'idée donc pour Newton, ça va être de démontrer que sa théorie, elle colle bien aux observations et aux lois de Kepler. Alors, l'idée dans cette dernière partie, donc, c'est de voir plutôt d'étudier la cohérence, de voir démontrer la cohérence entre la loi de gravitation de Newton et les lois de Kepler.
Le cadre théorique, donc c'est que l'espace affine euclidien et que le référentiel choisi durant toute la démonstration, donc c'est a pour origine le Soleil, et qu'il est considéré galiléen. Newton, comme Galilée, considère le temps comme absolu. Ils n'ont pas étudié cette question du temps, ils l'ont laissé de côté. Le principe fondamental de la dynamique, on va l'énoncer en disant que les variations de vecteur vitesse sont proportionnelles à la force multipliée par l'incrément de temps. Donc il y a une proportionnalité entre les changements de vitesse et la force. Et puis, dans ce cadre de modélisation, il y a également la troisième loi de Newton, où on va remplacer le Soleil et une planète par un point de masse. Et donc, en fait, dans cette modélisation, on ne s'intéresse, comme l'a fait Kepler avant, qu'à deux planètes uniquement. On simplifie le problème avec toutes les planètes, on n'en prend que deux. Un problème à deux corps. Donc, but, retrouver le modèle descriptif de Kepler à partir du cadre théorique de Newton, en précisant un type de force. La première étape, donc là, on va imaginer la planète ici et le Soleil, la planète avec une vitesse initiale, mais on va imaginer que le Soleil, on peut imaginer soit qu'il est creux, que c'est un Soleil fantôme, et donc il n'a aucune influence sur la planète. Quelle va être la trajectoire de la planète? Principe d'inertie de Galilée, la planète a un mouvement rectiligne uniforme. Bien entendu, c'est pas la trajectoire observée, mais par contre, il y a une observation importante qu'on peut faire, c'est que pour un mouvement rectiligne uniforme, la loi des aires est respectée. Voilà. Les triangles ici, entre les différentes positions des planètes, tous ces triangles ont la même aire. Ils ont des bases égales et la même hauteur. Donc, pour un mouvement inertiel, la loi des aires est respectée. Donc, on a dit que cette trajectoire, c'est pas celle qui est observée, mais donc, qu'est-ce que Newton va faire? Il va positionner la planète à différents moments avec une force qui va ramener la planète vers le Soleil. Alors, il va falloir qu'on précise un petit peu comment on place les points, mais on va partir de cette idée. Attention, ici, sur le schéma, j'ai dessiné la force à chaque fois qu'il pointe vers le Soleil, les forces qui est représentée par le vecteur force. Newton, il n'avait pas encore cette notion de vecteur, hein, donc sur ces dessins, il n'y a pas des vecteurs dessinés, on va voir après, mais là, la force, elle semble toujours pointer vers le Soleil, mais en fait, il faut le démontrer qu'elle est bien toujours pointée vers le Soleil. Alors, on décompose les étapes du mouvement. À t0, donc la planète part avec une vitesse initiale. Se déplace donc en mouvement rectiligne uniforme. Avant T1, il se passe rien, mouvement rectiligne uniforme. On observe à T1, et quand on observe, la force se réveille. Donc la force agit. En fait, quand on modélise ce problème, on discrétise la trajectoire de la planète, mais on discrétise aussi la force. C'est-à-dire que la force, elle ne va agir que ponctuellement. Donc ici, la force se réveille et modifie la vitesse de la planète. Donc on a une nouvelle vitesse. La planète va partir dans ce sens-là. Sur le dessin, ici, on peut placer le point où la planète serait arrivée en cas de mouvement inertiel. Alors, on peut préciser la position du point P2. C'est toute l'idée ici de cette première étape dans la démonstration. Comme la variation de vitesse est proportionnelle à la force, on peut écrire que la vitesse après la vitesse V1, c'est V0 plus K fois delta T fois la force. Donc d'une part, on va à P2 en partant de P1 en multipliant delta T fois le vecteur V1.
C'est comme ici, on va tout droit jusqu'à P1 à P2, mouvement inertiel. D'autre part, si on remplace dans cette expression V1, le vecteur V1 par son expression ici, en fait, on va de P1 à P2, c'est comme si on allait de P1 à P2 inertiel à la vitesse des 0, et puis ensuite que d'un seul coup, on soit ramené en P2. Ici, on a K fois delta T carré fois la force. Donc, qu'est-ce que ça montre? Déjà, c'est que l'effet de la force entre P1 et P2, ben, cet effet est proportionnel au carré de delta T carré. Au carré de delta T. Carré de T. Donc, on peut maintenant placer précisément le point P2, parce que qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que, bien sûr, P2, il est sur la droite dirigée par V1, mais il est aussi sur la droite passant par P2 inertiel et dirigée par la force. Donc, P2, il est sur la droite, ici, dirigée par V1, ok, à l'intersection, et aussi sur la parallèle à P1 passant par P2 inertiel. On peut obtenir comme ça une construction du point P2. Bon, maintenant, le but c'est toujours de prouver que la force est dirigée vers le Soleil. Est-ce que ceci est une situation possible ou est-ce que c'est comme ça? Alors maintenant, on utilise la loi des airs pour choisir entre ces deux possibilités. En fait, d'après la loi des airs, ces deux triangles ont la même aire, hein, c'est la loi des airs de Kepler. D'après la remarque qu'on a faite sur le mouvement inertiel, ces deux rectangles ont également la même aire. Et donc on en déduit que les deux triangles ont la même aire, et donc on en déduit que les deux triangles ici ont la même aire, c'est-à-dire S P1 P2 et S P2 inertiel P1 ont la même aire. Or, ces deux triangles ont la même base, et donc, pour qu'ils aient la même aire, donc ça montre qu'ils ont la même hauteur, autrement dit que les deux droites sont parallèles. Et donc ça veut dire que SP1, la droite SP1 est parallèle à la droite P2, P2 inertielle, et donc, comme F indique la direction de P2, P2 inertielle, ben, ça veut dire que F aussi indique la direction de P1S, et donc F est bien dirigé vers le Soleil. On peut réitérer ce raisonnement pour les autres positions, et on va montrer que la force est centrale. Alors, on voit ici le type de dessin dans la modélisation de Newton, le type de dessin réalisé. La deuxième étape, c'est de montrer que la troisième loi de Kepler implique une force inversement proportionnelle au carré de la distance. Alors, cette deuxième étape, on va la faire dans le cadre d'une orbite un peu plus simple, une orbite circulaire. La deuxième loi de Kepler, si on a une planète donc, qui réalise une orbite circulaire, la deuxième loi de Kepler, elle nous indique que la vitesse de déplacement de cette planète, elle va être constante. Parce que les aires balayées, ici, sur un cercle, autour d'un cercle, nous indique donc que la vitesse de déplacement va être constante. Des aires égales correspondent pour un cercle à des longueurs d'arc égales. On se place alors au début de l'observation, et en fait, l'idée de la démonstration, ça va être de construire ce qu'on appelle le diagramme des vitesses. Donc, on a supposé la trajectoire circulaire, on note R de rayon et les vecteurs vitesse V0 et V1, ici, donc aux deux premiers moments de l'observation. Ces vecteurs sont représentés tangents à la trajectoire, avec la même norme V, car la vitesse est constante. Et ici, donc, on va représenter ces vecteurs vitesse avec la même origine. Comme la vitesse est constante, la norme des vecteurs vitesse est la même, mais c'est leur direction qui change au cours du temps. Donc on fait ça tout le long de l'orbite, et on obtient ici l'extrémité des vecteurs vitesse qu'on a placés à chaque étape, qui vont former un polygone régulier. Alors, en s'intéressant à la vitesse à laquelle ici les vecteurs vitesse tournent, en fait, comme ils tournent à la même vitesse, donc ici la planète autour
de même vitesse angulaire que la planète autour du Soleil. Ainsi, les delta V, donc, ils tournent à une vitesse angulaire identique à la vitesse de la planète, et les delta V successifs ont des normes égales. Et ils forment donc un polygone régulier inscrit dans le cercle. En considérant des intervalles de temps petits, ce polygone a un périmètre qui tend vers celui du cercle. Et la longueur de l'arc ici, si le temps, l'intervalle de temps est petit, cette longueur d'arc, elle est égale à au rayon du cercle, c'est-à-dire V, notre vitesse constante, multipliée par l'angle au centre ici. On en déduit alors que cette vitesse angulaire delta bêta sur delta t, c'est de pi sur t. Et en multipliant par le rayon ici, V, on obtient que la norme des variations des vecteurs vitesse, c'est 2pi fois V sur t. D'après la seconde loi de Newton, la vitesse est proportionnelle à delta V sur delta t, donc on en déduit que la force ici est proportionnelle à delta V sur delta t, donc la force doit être proportionnelle à 2pi V sur t. Ça, c'est sur le diagramme des vitesses. Si je reviens ici sur le diagramme de l'orbite, on peut en déduire que comme la vitesse est constante, pour calculer cette vitesse constante, on peut faire comme un calcul de vitesse moyenne, et la vitesse V, c'est 2pi fois R sur T, avec R, le rayon du cercle de l'orbite. En remplaçant ici V par la vitesse constante qu'on a trouvée, on trouve que la force F est proportionnelle à R sur T carré, et enfin, d'après la troisième loi de Kepler, en remplaçant T carré par R au cube, on trouve bien que la force est proportionnelle à 1 sur R carré. Et donc on a la dernière étape de la démonstration. Là, cette dernière étape, c'est le problème inverse, c'est-à-dire de partir de la théorie de Newton, donc supposer que la force est centrale et que c'est une force en 1 sur R carré, et voir si on peut en déduire la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire la loi des ellipses. Alors là, l'idée de la démonstration, on la trouve pas faite par Newton. En fait, c'est Feynman, un grand physicien américain, qui a proposé cette démonstration, et son idée, c'est de partager l'orbite de la planète en des temps égaux, et de montrer que les variations du vecteur vitesse ont toujours la même norme sur tous les secteurs. Alors, je vais peut-être passer juste sur les étapes importantes, mais on peut montrer que donc, cette norme des variations de vecteur vitesse est toujours la même sur tous les secteurs, et donc en fait, ici on a une orbite dont la forme est déterminée, et ce qu'on a montré, c'est que quand on change d'un angle ici, on a le même changement là, et donc les normes ici sont les mêmes. Donc on peut prévoir que le diagramme des vecteurs vitesse, encore une fois, ça va être un polygone régulier, mais il manque un argument. En fait, cet argument, c'est que à chaque étape, quand on donc ici, si on prend 20 degrés par exemple, la force, elle, va aussi, l'orientation de la force va changer de 20 degrés elle aussi. Or, l'orientation de la force, plutôt, elle est proportionnelle à la variation de vecteur vitesse. Donc ici sur le diagramme, la variation de vecteur vitesse, elle va être aussi de 20 degrés. Et donc ici, on a un polygone qui a des segments de même longueur, et en plus de ça, des angles extérieurs qui sont tous égaux. C'est bien un polygone régulier. Donc on peut réitérer le raisonnement et passer à la limite, et on obtient un diagramme de vitesse qui est circulaire. Donc, avoir une force en 1 sur R carré permet d'avoir un diagramme circulaire. Attention, sur ce cercle, le centre du cercle n'est pas l'origine commune des vecteurs vitesse. Et la dernière étape de cette démonstration, c'est de montrer comment, à partir du diagramme des vitesses,
donc le diagramme ici, on peut reconstruire la forme de l'orbite. Alors la première étape, vous voyez, on avait un diagramme de vitesse comme ça, la première étape, c'est de faire pivoter ce diagramme des vecteurs vitesse de 50 degrés sur la droite. Ensuite, de tracer depuis l'origine de nos vecteurs vitesse pour un angle bêta donné, de tracer le vecteur vitesse correspondant ici. Ensuite, de tracer la médiatrice de ce vecteur vitesse. Donc on se retrouve avec une médiatrice qui est dans la même direction que le vecteur vitesse d'origine. Et puis, cette médiatrice, on va prendre le point d'intersection avec le rayon du cercle. Ici, le point P'. Donc, avec ce point de départ, qui correspond à un angle bêta, on obtient le point P' qui est là, en construction. On peut faire pareil pour les autres points tout au long de l'orbite, et on va obtenir, comme ceci, cette courbe. On peut montrer, c'est pas très difficile de montrer, que cette courbe, en fait, les points P' de cette courbe vérifient la définition bifocale d'une ellipse. Donc, la courbe qu'on obtient ici, par cette construction, est une ellipse. On vérifie également que la médiatrice qu'on a tracée, les médiatrices qu'on a tracées sont des tangentes à cette ellipse. Ça se vérifie bien, ça aussi. Enfin, si on replace notre diagramme des vecteurs vitesse, si on le replace en mettant le centre du cercle, donc des vecteurs vitesse, au Soleil, ben, on obtient à chaque point de l'orbite un point P' avec la tangente ici au point P' qui est dans la même direction que le vecteur vitesse au départ, à chaque angle θ. Donc, l'orbite de la planète, c'est une orbite dont les tangentes à chaque point sont tangentes elles-mêmes à une ellipse. Si deux courbes, elles ont les mêmes tangentes à chaque point, c'est qu'elles ont la même forme. Donc l'orbite est une ellipse. C'est comme ça qu'on peut retrouver la première loi de Kepler, la trajectoire est bien une ellipse dont le Soleil est l'un des foyers. Les lois de Newton entraînent une orbite conforme aux lois de Kepler. Alors pour terminer rapidement l'énoncé, le modèle qui découle de la théorie de Newton, il est donc plus général bien sûr que les lois juste de Kepler, qui n'expliquaient pas pourquoi. Donc Newton, lui, son idée c'est d'expliquer et de justifier, de démontrer grâce à une force. Et donc Newton complète Galilée, le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de sa masse. Et puis le modèle qui en découle est très prédictif, parce qu'on arrive à prévoir, Newton prévoit le retour de la comète de Halley en 1758. Donc les comètes, elles aussi, sont soumises à cette loi de la gravité. Et donc il y a d'autres phénomènes, plein d'autres phénomènes qui sont prédits et vérifiés par la théorie de la gravité de Newton, et en particulier la découverte de Neptune en expliquant les perturbations de l'orbite d'Uranus par le Verrier. Voilà. Alors ça, c'est grâce à la théorie de la loi universelle de la gravité de Newton, que Newton complétera après avoir décrit la force de gravité. Donc, la découverte de Neptune est une solution ontologique, c'est-à-dire que le modèle, la théorie et le modèle étaient bons, et les perturbations de l'orbite d'Uranus, en fait, elles étaient dues à une autre planète, un autre objet qu'on n'avait pas pu observer avant. Mais il y a un problème qui subsiste, et ça c'est la fin, donc c'est la précision du péril de Mercure. On va chercher une autre planète, qui est la planète Vulcain, mais sans la trouver, et la réponse elle sera donnée par Einstein, qui lui va complètement changer de théorie, et en 1915, avec la théorie de la relativité générale, va donc changer la théorie de Newton, qui va lier. Et donc il n'y a pas de force de gravité, la gravité, donc c'est une déformation de l'espace-temps due à la gravité du Soleil. Les planètes vont tout droit, mais c'est l'espace-temps qui est court. Voilà. Pour terminer, juste l'an dernier, Marie-Ève nous avait donné un petit exercice
Vous voyez ici, vous avez la construction pour retrouver le point B' et donc retrouver une ellipse. En changeant, quand on modélise, c'est important aussi, toujours, c'est les conditions initiales, avec un vecteur vitesse qui pourrait être plus important, par exemple. Est-ce que vous seriez capable, de façon géométrique, de retrouver d'autres trajectoires prévues dans la théorie de la gravité de Newton? Je pense en particulier aux trajectoires hyperboliques et paraboliques. Donc en faisant varier ici la longueur de la vitesse initiale, la longueur du vecteur V0, est-ce que en construction, et avec une construction géométrique, vous pouvez retrouver hyperbole et parabole? Voilà, je m'arrête là. Merci d'être resté aussi tard. On a bien dépassé le temps à la partie, je crois. Et merci à tous. Voilà.